Le sort du Premier ministre François Bayrou est déjà presque connu, alors attention, rien n'est encore acté évidemment, mais lui et son gouvernement risquent fortement de devoir démissionner le 8 septembre, ce qui amène à de nombreuses questions. Si la semaine prochaine, le gouvernement démissionne, que pourrait-il se passer ensuite? Et la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, donc de nouvelles élections, ou encore d'une potentielle démission d'Emmanuel Macron, sont-elles des possibilités réalistes? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc analyser factuellement la situation et les rapports de force en France et à l'Assemblée nationale pour comprendre ce qui se joue sous nos yeux. Alors pour reprendre toutes ces choses dans l'ordre, le 8 septembre, donc lundi prochain, c'est donc la date qui a été choisie par le Premier ministre François Bayrou afin d'organiser un vote de confiance devant l'Assemblée nationale. Pour François Bayrou, l'objectif affiché, c'est notamment de trancher sur la question du budget de 2026. Le budget de 2026, c'est donc les recettes et les dépenses de l'État pour l'année à venir, pour l'année qui vient. Et ce budget 2026 qui a été proposé par le gouvernement et par François Bayrou, il propose notamment la suppression de 2 jours fériés, avec pour objectif en tout, au-delà de ces jours fériés, mais à l'échelle du budget, de réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies. Mais c'est un budget, on en a déjà beaucoup parlé, qui est fortement contesté, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale ou alors au sein de la population. Bref, lundi, François Bayrou va faire un discours, il va exposer devant les députés les grandes orientations et priorités de son gouvernement concernant donc ce budget. Je vous passe le détail de tout le fonctionnement, mais à l'issue notamment de ce discours de François Bayrou, eh bien les députés seront amenés à voter pour ou contre, ou alors à s'abstenir. Pour être adopté, un vote de confiance, il doit recueillir une majorité absolue des suffrages exprimés. Ça veut dire que le nombre de votes en faveur du gouvernement doit être supérieur au nombre de votes qui sont contre lui. Et donc, si l'Assemblée nationale vote majoritairement contre, eh bien, François Bayrou devra remettre sa démission, ainsi que la démission du gouvernement au président de la République. Et là, je vous la fais courte, mais à l'heure actuelle, il y a seulement 4 formations politiques qui soutiennent le gouvernement, et spoiler, c'est, eh bien, les formations politiques qui sont du camp présidentiel de base. Il y a donc Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, il y a les Républicains, il y a le Modem, ou il y a encore Horizon. Et disons les choses là aussi, ce n'est clairement pas assez de députés à l'Assemblée nationale de ce camp pour avoir une majorité qui vote pour le vote de confiance lundi. Et en plus, là, il y a déjà ce vote de confiance donc qui est très incertain pour François Bayrou. Et quelques jours plus tard, si le gouvernement n'est pas renversé déjà d'ici là, eh bien, il y a une motion de censure qui sera votée. Elle a été déposée par la France Insoumise. Donc là aussi, ce serait un nouveau risque pour le gouvernement. Bref, si l'Assemblée nationale vote majoritairement contre au vote de confiance de François Bayrou lundi, ce qui est aujourd'hui assez probable au vu des rapports de force, eh bien, François Bayrou devra démissionner. Emmanuel Macron devra alors désigner un nouveau Premier ministre, sauf que c'est toujours le même problème, toujours le même sujet. Il faut que ce Premier ministre il soit capable d'être soutenu par assez de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter un budget, pour pouvoir éviter d'être renversé par la majorité des députés, comme ça peut être le cas donc potentiellement pour Bayrou la semaine prochaine, ou encore comme ça a été le cas déjà pour l'ancien Premier ministre Michel Barnier l'an dernier. Et là, visiblement, selon des fuites qui ont été orchestrées au sein de plusieurs médias, Emmanuel Macron aurait pour volonté de tenter bien de créer une alliance entre à la fois le camp présidentiel et à la fois certains députés et certains membres du Parti socialiste. Le but serait donc de casser l'alliance de la gauche qu'on avait pu observer lors des dernières élections législatives avec le nouveau Front populaire, etc. et de faire en sorte que le Parti socialiste rejoigne eh bien, dans un gouvernement potentiellement le camp présidentiel. À ce moment-là, ça donnerait peut-être un peu plus de force au gouvernement pour pouvoir tenir. La question majeure, c'est donc de savoir dans quelle mesure est-ce que ces partis, alors l'EPS, mais on peut imaginer aussi potentiellement les écologistes sont favorables et d'accord pour gouverner avec le camp présidentiel. Pour l'instant, on n'a pas eu énormément d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que eh bien, l'EPS comme Europe Écologie Les Verts déclarent qu'ils veulent un gouvernement de gauche avec eh bien, un Premier ministre de gauche. Mais dans le détail, c'est quelque chose qui n'a pas encore été discuté. Et puis, l'une des incertitudes pour Emmanuel Macron, c'est la suivante. Si effectivement il y a un tel gouvernement, est-ce qu'un parti comme les Républicains accepterait de gouverner avec les écologistes ou avec le PS? Le risque donc à ce moment-là, c'est qu'ils perdent le soutien des Républicains. Et enfin, l'une des dernières options pourrait être de nommer eh bien, un Premier ministre de gauche qui serait décidé par l'alliance des partis de gauche qu'on avait vu lors des dernières élections législatives. On s'en souvient, l'an dernier, Emmanuel Macron avait refusé de nommer Lucie Castet, qui était porté par le nouveau Front populaire, ce qui avait fait à l'époque vivement polémique. On avait eu l'occasion d'en parler beaucoup. Bref, visiblement, Emmanuel Macron espère pouvoir trouver comme ça un Premier ministre et une alliance de partis capable de tenir. Mais il y a une autre potentielle
option qui est dans les mains, en l'occurrence, du président de la République. C'est l'option d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation de nouvelles élections législatives, comme c'était le cas l'an dernier. Selon François Bayrou lui-même, cette dissolution, elle est une hypothèse, mais elle n'est pas l'option privilégiée par le président de la République. À noter tout de même que jamais ça arrive, eh bien, ce n'est pas garanti qu'il y aura une majorité très claire qui sortira de l'Assemblée nationale. Il y a un monde qui est possible où ça arrive, où on a une majorité très claire, mais il y a aussi un monde où des nouvelles élections législatives sont organisées, des nouveaux députés sont élus, et finalement l'Assemblée nationale est tout aussi fragmentée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dernière option potentielle pour sortir de la crise politique actuelle, c'est la démission d'Emmanuel Macron. On en a déjà beaucoup parlé, c'est un sujet qui revient sur la table, avec notamment des appels à la démission venant de la France Insoumise, qui va lancer une procédure de destitution, ou venant aussi du Rassemblement national. Mais Emmanuel Macron a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas démissionner et qu'il comptait aller jusqu'au bout de son mandat. Pour ce qui est de la motion de destitution, qui est une procédure visant donc à entraîner une démission d'Emmanuel Macron, qui est portée donc par la France Insoumise, ça se passera à partir du 23 septembre, mais on en a déjà parlé il y a quelques jours. Il y a très peu de chances, en tout cas aujourd'hui, que cette motion soit votée et qu'elle aille au bout. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a fait il y a quelques jours sur le sujet pour mieux comprendre pourquoi et les rapports de force au Parlement. En tout cas, ça me semblait essentiel de faire un point sur les hypothèses dans cette situation et dans cette crise politique. Quelques petites infos, je diffuserai en direct ce lundi les débats, les discours et le vote à l'Assemblée nationale dans le cadre donc de ce vote de confiance qui pourrait entraîner potentiellement la démission de François Bayrou. Je diffuserai tout ça directement sur la chaîne YouTube des Actus du jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je sais que c'est pas encore le cas. On n'a pas encore les horaires, mais ce sera a priori dans l'après-midi. Et autre chose aussi, le 10 septembre, il y a donc cette grande journée de blocage. On en a déjà parlé il y a quelques jours, on en reparle aussi la semaine prochaine. On couvrira tout ça sur le terrain pour suivre la situation. Enfin, pour plus d'infos, rendez-vous sur Instagram. Vous le savez, vous êtes quasiment 5 millions là-bas à suivre nos infos. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Afghanistan, un nouveau bilan officiel fait état de plus de 1411 morts et 3124 blessés après le séisme qui a frappé l'est du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Les recherches sont toujours en cours pour venir en aide à d'éventuels autres blessés. L'ONU estime que des centaines de milliers de personnes pourraient avoir été touchées par ce séisme et s'attend à une augmentation exponentielle du nombre de morts et de blessés. Plusieurs pays et organisations ont déjà promis d'envoyer de l'aide matérielle, financière et humaine. C'est le cas notamment de l'ONU qui a déjà lancé des campagnes d'appel aux dons et débloqué un montant initial de 5 millions de dollars issu du Fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU. L'Union européenne a également prévu de débloquer 1 million d'euros d'aide d'urgence en faveur des organismes internationaux déjà présents sur place, ainsi que l'envoi dès cette semaine de 130 tonnes d'aide humanitaire, comprenant principalement des vivres, des médicaments ou encore des kits de premiers secours. Le tremblement de terre a été classé de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, 10 étant le plus fort. Plusieurs répliques du séisme ont suivi, dont une ce mardi après-midi de magnitude 5,2 selon les autorités locales qui n'ont pas fait état de nouvelles victimes. Deuxième actu, le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un étaient réunis ce mercredi à Pékin en Chine, du jamais vu. Cette image, elle a été prise à l'occasion d'un grand défilé militaire commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si elle est si marquante, c'est surtout parce que c'est la première fois que Kim Jong-un est présent lors d'une telle réunion de dirigeants étrangers depuis son arrivée au pouvoir en Corée du Nord en 2011. Il n'avait d'ailleurs pas quitté son pays depuis un déplacement en Russie en septembre 2023. À noter qu'une vingtaine d'autres dirigeants étrangers étaient présents sur place pour assister au défilé, mais aucun dirigeant occidental important. Seul le premier ministre slovaque Robert Fico, un allié de Vladimir Poutine au sein de l'Union européenne, a assisté à l'événement. À distance, le président des États-Unis, Donald Trump, qui n'était pas invité, a accusé la Chine, la Russie et la Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Troisième actu, les États-Unis, justement, ont affirmé avoir tué, je cite, 11 narcoterroristes ce mardi dans une frappe militaire contre un bateau transportant de la drogue qui venait de quitter le Venezuela. Le président Donald Trump a diffusé une vidéo sur son compte Truth Social montrant le bateau détruit par les flammes. Selon lui, la frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux à destination des États-Unis. Il précise également que les trafiquants de drogue à bord avaient clairement été identifiés en amont comme appartenant au gang Tren de Aragua, qui est l'un des gangs vénézuéliens les plus importants. À noter que ces informations ont été confirmées par un haut responsable au sein du ministère de la Défense des États-Unis. Ces dernières semaines, le président américain a clairement affiché sa volonté d'accélérer la lutte contre le trafic de drogue en déployant plusieurs navires dans les Caraïbes. Et vu qu'on parle de Donald Trump, justement, je voulais rapidement revenir sur les inquiétudes concernant son état de santé. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs
rumeurs affirmaient que la santé de Donald Trump était défaillante, notamment car il n'est pas apparu dans les médias pendant quelques jours. Et bien ce mardi, donc, Donald Trump a répondu et qualifié ces rumeurs de fausses informations. Il a donc l'air de très bien aller. Quatrième actu en France, l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui permet aux personnes sans papier d'accéder gratuitement à des soins en France, pourrait être restreinte selon des décrets du gouvernement consultés par l'AFP. En fait, les conditions d'accès et les ressources pour bénéficier de cette aide devraient être réétudiées pour durcir les conditions d'accès. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la liste des soins de santé pris en charge pourrait aussi être réduite, notamment, je cite, ceux qui ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, selon l'AFP. L'objectif, selon la droite et l'extrême droite qui défendent le projet, réduire les coûts de l'AME, qui représente une dépense de 1,2 milliard d'euros par l'État en 2024, soit environ 0,5% des dépenses de santé prévues par le budget de la Sécu. De son côté, la gauche, et notamment Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, a dénoncé, je cite, un scandale démocratique. À noter que la mise en place de ces dispositions reste pour le moment très incertaine en raison de la probable chute ce lundi du Premier ministre François Bayrou et de son gouvernement. Cinquième actu, un contrôle parental va être instauré sur ChatGPT dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé ce mardi son éditeur OpenAI. Ça fait suite aux nombreuses critiques visant son robot conversationnel. En fait, il y a quelques mois en Californie, un adolescent s'est suicidé après avoir utilisé ChatGPT qui lui aurait donné des conseils précis pour mettre fin à ses jours. Et la semaine dernière, ses parents ont porté plainte contre OpenAI pour défaut de prévention du risque de mort, relançant ainsi le débat selon lequel l'IA peut être dangereuse pour les adolescents en détresse. Concrètement, avec ce contrôle parental, les adultes pourront lier leurs comptes à ceux de leurs enfants. L'objectif est de mieux contrôler la manière dont ChatGPT répond aux adolescents et certaines fonctionnalités seront désactivées. Selon OpenAI, il sera possible pour les parents d'être alertés en cas de détection d'une détresse aiguë dans les conversations de leur enfant et de contrôler les paramètres du compte. Et enfin, dernière actu, le groupe Canal+, détenu par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a annoncé entretenir des négociations exclusives pour racheter UGC. UGC, c'est un groupe français très important dans le monde du cinéma et de la production audiovisuelle, mais c'est aussi l'un des plus gros exploitants de salles de cinéma en France, avec une 50aine d'établissements. L'objectif des négociations, selon le groupe Canal+, est d'entrer au capital d'UGC avec une prise de contrôle éventuelle en 2028. Depuis sa création en 1984, Canal+ est devenu l'un des acteurs mondiaux des médias et du divertissement, avec près de 27 millions d'abonnés répartis dans 52 pays. Son studio de production et de distribution, Studio Canal, est le premier studio de cinéma et de télévision européen, avec 200 films et 80 séries par an, dont plusieurs franchises. À noter que cette domination de Canal+ sur le secteur est aussi pas mal critiquée, car ça donne beaucoup de pouvoir à un seul groupe, ce qui risque de notamment réduire la diversité des films et des salles de cinéma et de limiter la concurrence. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Je le disais, rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.